Chris Bumstead, bien sûr que vous le connaissez. Si vous êtes ici, c'est parce que je suis plus que sûr que vous êtes un très grand fan. Aujourd'hui, je vais vous montrer si vous avez le potentiel d'avoir le même dos que lui. La première des choses qu'il faut comprendre dans le monde de bodybuilding, c'est que pour avoir un physique, il faut vraiment savoir comment l'entraîner stratégiquement par rapport à vos points faibles. La plupart des bodybuilders professionnels ne savent pas entraîner leurs points faibles par rapport à leurs points forts, spécialement lorsque leur dos est un point faible. Pourquoi? Parce que si vous avez remarqué, la plupart d'eux ont des gros bras. Donc, lorsque on a des gros bras, on a tendance à engager plus les bras durant les mouvements de tirage d'héroïne pour essayer de développer notre dos. Vous n'avez pas remarqué des culturistes professionnels comme Michael Krizo. Regardez, pas de dos, des bras énormes. Qui encore? Gary Stridham, pas de dos. Qui encore? Dexter Jackson, problème grande dorsale. Pourquoi d'après vous, ils ont ce problème? Parce que lorsque ils ont commencé, cette partie de corps s'est développée plus rapidement que leur dos. Et c'est toujours causé par la façon avec laquelle ils ont approché leur travail. C'est-à-dire un travail avec un manque d'isolation, plus un travail articulaire, au lieu d'un travail d'isolation où on fait le travail musculaire et on cible la partie concernée. Mais lorsque on évolue et on gagne beaucoup de masse, c'est très dur de régler ce problème. Rajoutez à ça les conflits anatomiques et la génétique et morphologie de la personne. Maintenant, si on veut revenir à Chris Bumstead. Chris Bumstead était différent parce qu'il a une génétique qui est très particulière. Ok, mais avant de rentrer dedans, j'aimerais partager et vous poser les questions suivantes. Est-ce que vous avez la bonne génétique pour un dos large? Là est la question. Comment savoir si on a une bonne génétique? Simple. Une bonne génétique pour un dos parfait, ça va être toujours basé sur la largeur des clavicules, la longueur du torse et l'insertion du grand dorsal sur le torse, si ça se dit en français. La largeur des clavicules larges, la plupart du temps, vous allez avoir un dos qui est large. Mais si vous avez un torse qui est long, vous risquez d'avoir des dorsaux qui vont être hauts et perchés. Donc ça va laisser un vide en bas et ça va causer un problème sur les podiums. Si vous êtes quelqu'un qui veut juste avoir un beau dos pour aller frimer sur la plage, ce n'est pas un problème. Okay. Mais pour les professionnels, c'est autre chose. Je vais vraiment rentrer dans l'étude des physiques pro, comment j'approche l'entraînement spécifique d'un professionnel. Donc, en ce qui concerne une personne qui a des clavicules qui sont étroites, la plupart du temps, vous allez trouver qu'il va avoir plus d'épaisseur que de largeur. Donc, celui qui a des clavicules larges, il va se retrouver avec une largeur, mais pas d'épaisseur. Donc, il doit travailler ou choisir des exercices qui vont lui permettre d'avoir de l'épaisseur. C'était mon cas lorsque j'avais commencé. Okay. Mais le problème avec la personne qui a des clavicules qui sont étroites, c'est qu'il ne peut pas devenir large. Il peut donner l'illusion de quelqu'un qui va être large. Exemple, Phil Heath et Dexter Jackson. Mais ils avaient des génétiques uniques, très uniques, des muscles qui étaient vraiment galbés comme pas possible. Mais lorsqu'ils faisaient des lat spread, vous voyez qu'ils étaient étroits. Si vous les mettez à côté de Ramy qui est super large. Vous comprenez maintenant? Ok. Maintenant, la deuxième question que j'aimerais poser à tout le monde, ok, c'est que est-ce qu'on peut avoir des personnes qui vont avoir des torses qui vont être moyens? Bien sûr, Chris Bumstead, Jamon Izar, Dorian Yates, Ronnie Coleman, c'est là où les dorsaux peuvent être un tout petit peu plus bas, ils peuvent être vraiment des beaux dos. C'est pour ça que la taille moyenne dans le bodybuilding, c'est toujours 1m77, 78, 80. Ça, c'est les meilleures tailles. Si vous revenez en arrière, la plupart des messieurs Olympia, 1m78, la plupart. Lee Haney, Dorian Yates, Ronnie Coleman,
Big Ramy, Sean Roden. La deuxième question que j'aimerais tous vous poser, est-ce que vous entraînez votre dos par rapport à vos conflits anatomiques et aussi à travers une structure d'entraînement progressive? Je sais que je vous perds en ce moment. C'est pour ça que dans ma vie, ça fait 38 ans maintenant que je suis dans ce business. La chose qui me passionne le plus, c'est essayer de vraiment trouver comment que je peux isoler une partie de corps sans être dérangé par les muscles synergistes autour. Et le plus grand problème que la plupart des gens ont durant leur exécution, c'est leur conflit anatomique, en plus de la raideur et le manque de mobilité. Ça, c'est super important. Et 99,9% ne savent même pas que ça existe. C'est pour ça qu'on reste sur les programmes anciens et le copier-coller. Conflit anatomique, on a déjà parlé de ça. Le valgus de coude, à travers, bien sûr, vos mouvements de tirage et de rowing. Si vous avez des valgus de coude prononcés, vous allez avoir des problèmes, les gars. La longueur des bras, bien sûr, durant les mouvements de tirage. Mouvement de rowing, des bras longs, ça peut plus vous aider que causer des problèmes. Mais l'autre problème que vous pouvez avoir durant vos mouvements de rowing, c'est la taille de votre bassin. Si vous avez un bassin qui est étroit, vous allez avoir des problèmes de stabilité. Et si vous n'avez pas des lombaires qui sont renforcés, vous allez vous blesser, que ce soit dans le soulevé terre ou dans le rowing. Maintenant, la structure d'entraînement progressif. Ça, c'est quelque chose que j'ai créé pour faciliter le travail de mes étudiants durant leur formation de coach sportif que j'enseigne. Le bon ordre des prises pour les dorsaux est très important. Et c'est quelque chose que la plupart des gens ont un très grand problème avec. La prise pronation-supination, neutre et unilatérale. Qu'on va parler d'eux dans pas longtemps. Donc, je ne veux pas vous perdre. Donc, ça, c'est important. Et l'autre chose, bien sûr, c'est le travail angulaire. Le travail angulaire que j'ai déjà mentionné auparavant dans mes vidéos, c'est le changement de votre position d'un exercice à un autre. Ça affecte le développement de la partie de corps concernée, que ce soit biceps, dorsaux, épaules, n'importe quelle partie de corps. Parce que lorsque vous êtes couché et lorsque vous êtes assis ou lorsque vous êtes debout, vous allez affecter la partie différemment. Vous le savez très bien. Maintenant, la troisième section que j'aimerais partager avec vous, l'analyse de dos de notre ami Chris Bumstead. Si on voit la photo avant et après, regardez, pour améliorer son dos, si je vois ce dos, regardez cette photo. La plupart du travail qu'il a fait, il a été basé sur quoi? Lorsque j'ai vu ces vidéos. Son torse moyen, si vous regardez l'insertion du grand dorsal, elle est un petit peu bas, pas très haute. Regardez, elle est un tout petit peu bas. Mais toutes les améliorations qu'il a eues, c'est dans le grand rond, petit rond, le rhomboïde, le trapèze supérieur, bien sûr les épaules qui ont été travaillées à travers le travail d'épaule. Et c'est là où il a le plus grand galbe. Le plus grand galbe, regardez les photos, c'est dans le grand rond, petit rond, rhomboïde et trapèze supérieur. Regardez le grand dorsal. Il n'est pas aussi amélioré que les autres parties de corps. Et c'est pour ça que la largeur et l'épaisseur du grand rond et petit rond lui ont donné la largeur et l'épaisseur qu'il a, avec un tout petit manque de grand dorsal. Mais ça n'a pas affecté le look, ça a augmenté son dos. Imaginez s'il travaillait son grand dorsal et il l'a isolé, il l'a galbé. Il aura un dos encore meilleur, il ne le sait pas. Ces résultats, par rapport aux vidéos que j'ai vues, ont toujours été basés sur, un travail au soulevé terre, mouvement de tirage et traction. Maintenant, il y a des personnes qui n'ont même pas la même génétique. Ils vont essayer de faire ces entraînements. Et la plupart du temps, ils vont essayer parce qu'ils le suivent. Ils ne vont pas avoir les mêmes résultats. Peut-être qu'ils vont avoir des meilleurs résultats car ils ont une meilleure génétique que lui. Mais ceux qui sont en train de galérer ne vont pas avoir les mêmes résultats. C'est pour ça qu'on est là. C'est pour ça qu'il faut être très stratégique avec l'approche des exercices que vous allez faire durant vos mouvements ou vos séances de dorsaux. Maintenant, comment améliorer votre dos? La première des choses, il faut identifier le point faible par rapport à l'anatomie. Ça, c'est important.
C'est quoi votre point faible? Est-ce que c'est le grand dorsal? Est-ce que c'est le petit rang, le grand rang? Est-ce que c'est un manque de développement du trapèze supérieur, rhomboïde? Est-ce que vous avez la largeur, mais vous n'avez pas l'épaisseur? Est-ce que vous avez l'épaisseur, mais vous n'avez pas la largeur? Comment que vous devriez approcher? Donc, il faut savoir ou comprendre votre anatomie. Donc, quel muscle? Grand dorsal, est-ce que vous devriez développer le grand dorsal? La plupart du temps, c'est ça le plus grand problème, spécialement lorsque vous avez des torses qui sont lents. Okay? Est-ce que vous devriez améliorer le rhomboïde, le trapèze supérieur, comme j'ai dit, le petit rang, le grand rang, ou l'érecteur du rachis? Ça, c'est le lombaire. Ces muscles-là, petit rang, grand rang, ils sont toujours sollicités durant les mouvements de tirage vertical, toujours. C'est rare, vous allez trouver une personne qui a un manque de petit rang, grand rang. Il se développe tout le temps. Je crois qu'il se développe plus durant les mouvements de tirage. Pardon. Lorsque vous regardez les bouquins d'anatomie, vous allez trouver que le tirage polyvertical cible le grand dorsal. Certes, il va travailler le grand dorsal, mais je suis plus que sûr, par rapport à mon expérience, c'est plus le grand rang et le petit rang. C'est pour ça que lorsque vous commencez à changer les angles de travail plus en prise supination, par rapport à votre valgus de coude, vous allez cibler le grand dorsal plus. J'ai déjà parlé de ça dans mes vidéos. Avant de continuer, bien sûr, si vous êtes ici pour la première fois, je vous encourage à vous abonner à ma chaîne de YouTube et de cliquer sur la cloche de notification. Un petit j'aime serait super cool. Maintenant, l'autre chose, les coachs sportifs qui me regardent en ce moment, que vous soyez diplômé ou pas diplômé, je suis plus que sûr que vous galérez en ce moment, la plupart de vous, dans la monétisation. Vous n'arrivez pas à percer parce que vous êtes limité du point de vue savoir. Si vous voulez être unique, je vous encourage à cliquer sur le lien au-dessous de cette vidéo pour remplir un formulaire et réserver un call avec un membre de mon équipe pour vous donner toutes les modalités de ce qui se passe dans mon académie en ce moment. C'est une formation incroyablement complète de l'entraînement, de la nutrition, de la programmation, mais surtout de la personnalisation. Et la personnalisation, c'est ce qui fait la différence avec les autres formations. J'avais déjà quelques connaissances, mais je peux te dire qu'avec cette formation, je suis passé au level supérieur. J'aimerais aussi parler de Jamcore, qui est un formateur exceptionnel et qui, malgré son emploi du temps très chargé, se montre toujours disponible et à l'écoute. Très satisfait de cette formation car elle m'a apporté toutes les connaissances nécessaires pour me lancer dans le milieu du coaching en ligne. Pour conclure, un grand merci à Jamo pour son temps et son partage de connaissances. Ma classe de coach sportif que j'ai en ce moment, il y a presque 53 coachs sportifs. 54 aujourd'hui, il y a quelqu'un qui vient tout juste de la rejoindre. Notre but, c'est de devenir la meilleure école dans le business. Et on est en train d'exploser du point de vue coaching aux monétisations. Donc réservez votre place et vous allez voir comment que vous allez percer. Maintenant, la deuxième identification que vous devriez faire après avoir identifié vos points faibles, bien sûr vos conflits anatomiques, qui sont bien sûr la longueur du torse par rapport à la largeur des clavicules, l'insertion du grand dorsal par rapport au torse, valgus de coude par rapport à la longueur des bras, largeur du bassin par rapport à la longueur des bras. Pour analyser ou faire une analyse morpho-anatomique, ça demande beaucoup d'expérience. Beaucoup d'expérience. C'est le sujet le plus étudié dans ma formation. On doit faire beaucoup de tests sur beaucoup de personnes. Dès qu'on établit l'étude, on commence à désigner le programme ou le vrai programme personnalisé. Parce que la plupart des programmes que vous faites ne sont pas personnalisés. Donc, pour vous donner une idée comment le faire, ça va vraiment prendre du temps. Tout ce que je peux vous dire, c'est que torse nu, devant le miroir, les choses que vous devriez prendre en considération sont les suivantes. La largeur de vos épaules par rapport à la largeur de votre taille et la longueur de vos bras vont décider la largeur de vos clavicules, la largeur de votre bassin et la longueur de vos bras. Le valgus de coude va toujours être décidé avec les bras ou les mains vers l'extérieur. Si votre avant-bras va vers l'extérieur, ça veut dire que vous avez un valgus de coude prononcé. S'il est collé à vous, ça veut dire que c'est un valgus de coude léger. Extérieur, vous allez avoir beaucoup de problèmes durant les mouvements bilatéraux, en prise supination. Donc, restez avec les mouvements unilatéraux. Les valgus légers, vous allez pouvoir faire tous les mouvements que vous voulez faire durant vos séances de dorsaux. En ce qui concerne la largeur du bassin et la longueur des bras, ça, c'est toujours lié au mouvement de rowing. Vous avez un bassin étroit, des bras qui sont courts, vous allez avoir
beaucoup de problèmes au niveau des lombaires. Et vous risquez de vous blesser le bas du dos si vous n'avez pas des lombaires qui sont développés et renforcés. L'ordre des prises. Là commence le sérieux. Parce que tout ça, ce n'était pas sérieux. Par rapport à ce que je suis passé par et l'expérience et tout mon savoir mis à jour tout le temps par rapport à la logique. Les gars, tout ce que je partage avec vous ici, c'est par rapport à la logique. Lorsque vous faites une séance de dorsaux, vous allez la baser sur des mouvements. Des mouvements de rowing, des mouvements de tirage. Et ces mouvements vont être basés sur des prises différentes. Supination, pronation, neutre, unilatérale. On est d'accord? La chose que vous ne devriez jamais faire, c'est copier les routines des gars qui sont dopés. Pourquoi? Parce que les dopés, ils commencent avec n'importe quel exercice. Leur ordre d'organisation des prises, il est complètement chamboulé. Parce que non seulement ils ne savent même pas qu'ils ont des conflits anatomiques, c'est pour ça qu'ils sont pétés partout, ils sont toujours blessés. Et l'autre chose, ils sont tellement dopés qu'ils retiennent de l'eau dans les articulations. L'eau dans les articulations va protéger en quelque sorte les articulations durant les mouvements. C'est lorsqu'ils arrêtent ou ils prennent leur retraite, c'est là où toutes les articulations commencent à s'effondrer. Exemple, je n'ai pas besoin de vous le donner, Ronnie Coleman, Dorian Yates a eu un problème de tendon, un problème d'épaule. Beaucoup de personnes ont des problèmes d'articulation. Ils souffrent pour le restant de leur vie. Ce que j'ai établi par rapport à la logique des choses, c'est que c'est très important de savoir comment garder les prises et changer les angles de travail par rapport au travail angulaire dont on a parlé, par rapport à la trajectoire. J'ai déjà parlé de ça auparavant dans les vidéos. C'est que vous savez très bien que la prise pronation, c'est la prise la plus faible, on est d'accord. Les personnes qui ont des valgus prononcés, c'est des hyperpronateurs. Donc, vous commencez avec. C'est la prise la plus faible, vous avez beaucoup d'énergie, vous commencez avec. OK? La deuxième prise, bien sûr, c'est la prise supination. Si vous avez des valgus de coude qui sont prononcés, les prises supination bilatérales, c'est à mettre de côté, faites des mouvements unilatéraux. Vous allez avoir plus de chances de ne pas vous blesser et d'isoler la partie concernée. Dans cette situation, c'est toujours le grand dorsal que vous cherchez tous. Troisième prise dans cet ordre doit être la prise neutre. C'est là où vous allez être fort. Donc, vous la gardez en troisième position. Vous commencez à vous fatiguer, mais vous allez vous sentir très fort dans la prise neutre, plus de contrôle. Et la dernière prise, bien sûr, c'est la prise unilatérale. C'est là où vous allez avoir plus de focus. Vous arrivez à la fin de la séance, vous commencez à être fatigué, vous commencez à prendre une partie à chaque fois et isoler. Le poids n'a pas besoin d'être super lourd. Donc, vous isolez, vous contractez, vous finissez votre séance de dorsaux. OK? Et ceux-là, vous pouvez les inverser. Des fois, vous pouvez faire l'unilatéral en troisième position. C'est OK. Je me retrouve en train d'organiser des programmes pour les coachs sportifs comme ça. Donc, je leur dis tout le temps, vous pouvez inverser ça. Vous passez du neutre, vous pouvez avoir le neutre à la fin et l'unilatéral en troisième position. C'est très, très possible de faire ça et ça ne fait pas de mal. Maintenant, pour avoir le dos complet, vous avez besoin de largeur et d'épaisseur. OK? Donc, si vous êtes large, la plupart du temps, vous allez être plat. Donc, vos mouvements doivent être plus des mouvements d'épaisseur. Soulevé terre, en prenant en considération les conflits anatomiques que j'ai déjà partagés avec vous. Soulevé terre, T-bar, rowing, avec les haltères, tirage poulie horizontal, extension du buste pour les lombaires. C'est comme ça que vous devriez travailler. Et vous devriez cycler vos entraînements épaisseur, largeur. Très important. Vous pouvez faire les deux, mais ça, c'est une autre vidéo. Je ne vais pas vous perdre. Lorsque vous avez un dos qui est épais, ça veut dire que vous êtes étroit. Là, c'est un très grand problème. Le problème va toujours être au niveau du développement du grand dorsal. OK? Lorsqu'on est très étroit. Parce que lorsqu'on est large, le grand dorsal, il peut sortir. Donc, c'est beau à voir. OK? C'est flagrant. Mais lorsqu'on est épais, c'est très très dur, sauf si vous avez une génétique comme pas possible. Donc, dans cette situation, il faut spécifiquement cibler le grand dorsal, travailler sur le grand rond, petit rond, et voir comment vous allez évoluer et travailler les deltoïdes, les capés. Lorsque vous avez des deltoïdes qui commencent à vraiment se développer, lorsque vous êtes étroit, faites très attention.
Lorsque vous êtes étroit, n'oubliez pas une chose, votre trapèze va être très dominant. Donc il faut savoir comment vraiment utiliser vos exercices d'épaule. Très important. Ça, c'est une autre vidéo. Et bien sûr, la chose que vous devriez toujours faire attention à, pour avoir le dos que vous cherchez, que ce soit un dos comme Chris Bumstead ou meilleur que Chris Bumstead, c'est bien sûr la compétition intermusculaire. Ne pas recruter vos bras durant les mouvements. Parce que si vous avez des bras qui sont surdéveloppés, ils vont prendre tout. Votre dos ne va rien prendre et vous allez vous retrouver comme Michael Krizo et compagnie. C'est ça son plus grand problème. C'est ce qui lui fait perdre l'Olympia. Si Michael Krizo avait un dos et un torse moyen, il sera Monsieur Olympia au moins 10 fois. Enfin, tout dépendra de sa condition physique à chaque année. Maintenant, vous avez beaucoup d'outils sur lesquels vous devrez vous baser pour comprendre comment entraîner votre dos. Revenez en arrière, revoyez la vidéo 2 fois, 3 fois, 4 fois et commencez à penser aux choses les plus importantes que j'ai partagées avec vous ici. La musculation, certes, est une discipline qui demande beaucoup de travail. Mais les personnes les plus intelligentes seront toujours les personnes qui vont prendre en considération tout ce que j'ai partagé avec eux et prendre le temps de découvrir leur anatomie, les exercices qu'il faut utiliser, leur conflit anatomique. Et lorsque vous comprenez ça, je suis plus que sûr que vous allez vraiment évoluer. Des fois, vous allez avoir une personne qui a un dos qui est faible, mais il a pris en considération tout ça, et bien, c'est devenu un point fort. Chris Bumstead, à la génétique, il bosse comme un malade mental aussi. On ne va pas dire qu'il ne bosse pas, mais sa génétique le rend le gars qu'il est. Et en plus, il a trouvé ce qui marche pour lui. OK? Laissez-moi un commentaire en bas, dites-moi ce que vous pensez de cette vidéo. Et je reviendrai encore avec plus de vidéos dans le futur, comme je dis à la fin de chaque vidéo. Gueule.